Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'Humanité. Cette semaine, je reçois Bernard Vasseur. Vous êtes philosophe, directeur honoraire de la maison Elsa Triolet Aragon, ancien dirigeant du Parti communiste français, et vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, je vais en citer quelques-uns. Aragon stalinien, mythe et réalité, ça c'est pour mon goût de la provocation et pour saluer le vôtre. Art contemporain et réalité urbaine, vous vous êtes intéressé à nombre d'artistes, je vais citer parmi ceux-là Rodin, Baselitz, et cette liste est loin d'être exhaustive. Je reçois aujourd'hui, à l'occasion de la parution d'un essai philosophique intitulé en deux temps, si j'ose dire, Le communisme a de l'avenir si on le libère du passé. Avant d'aborder ces deux titres qui ne font qu'un pour vous dans vos développements, ma première question, qui est la question rituelle que je pose à tous mes invités dans cette émission: comment ça va la société, ce gros animal comme la raillait Nietzsche? Alors j'avoue que, compte tenu du contexte, ma question est presque un peu orientée. Oui, alors, indépendamment du contexte, disons plus généralement, je vous répondrai, puisque vous avez rappelé mes titres aragoniens, je vous répondrai avec Aragon. Bon. D'abord en prose, qui est cette phrase qui, moi, m'a toujours frappé, qu'on trouve dans Blanche ou l'oubli. Comment peut-on, que Aragon fait dire à un de ses personnages, comment peut-on se satisfaire du monde tel qu'il est? J'ai passé ma vie à tenter de l'imaginer autre. Oui. Bon, ça c'est en prose et ça résume tout à fait mon sentiment. La deuxième citation aragonienne en vers, c'est « Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, ô pierres tendres, tôt usées, et vos apparences brisées, vous regardez, m'arrache l'âme. » Voilà. Regardez la société actuelle par rapport à ce qu'elle pourrait être, oui, et à ce qu'elle devrait être, eh bien, voilà, ça m'arrache l'âme. Donc, c'est vous dire que je trouve que ce monde ne va pas bien. Alors, on peut rentrer dans les détails, si vous voulez, mais enfin, je ne sais pas, moi, prenons la Méditerranée. C'est un foyer de civilisation multiséculaire, enfin, oui, même, vous voyez, des milliers de siècles. Et aujourd'hui, ça devient un cimetière. Oui. Voyez, le monde, il y a quand même 1 milliard d'êtres humains qui souffrent de famine et 2 milliards qui souffrent de malnutrition. Et tout ça dans un monde où on produit des richesses comme jamais, oui, colossales, mais qui sont concentrées toujours en des mains de moins en moins nombreuses. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une contradiction géante entre... C'est pas seulement un aspect négatif, vous voyez, où les gens... Le capitalisme produit de la misère, oui, de la guerre, du saccage humain, de la tuerie, oui. Mais il produit aussi parce qu'il s'est emparé du travail humain. Ouais. Il a réduit la vie humaine à n'être qu'une vie de travail. Bon. Oui. Eh bien, il lui fait produire à ce travail des richesses considérables et qui permettraient précisément d'échapper à la tuerie, au saccage, à la misère, à la pauvreté, etc. Il s'avère que ça ne fonctionne pas. Ben voilà. Donc c'est ce qui fait, si vous voulez, et c'est là moi où je reviens à mon bouquin et au mot communisme. On va y venir, si vous le permettez, on va y venir, parce que justement, je voulais y venir. Allons. Si j'ose dire, pointons le rouge du sujet. Vous expliquez d'emblée, dans ce livre dont je rappelle le titre, Le communisme a de l'avenir si on le libère du passé, vous expliquez d'emblée qu'un monde d'après le capitalisme, car c'est de là que vous vous situez oui, dans un futur que vous espérez proche, qu'un monde d'après le capitalisme n'a pas encore trouvé son nom positif. Oui. C'est votre expression. Et quand vous dites non positif, vous faites appel à Marx pour tenter de trouver ce nom positif de l'après-capitalisme, et en faisant appel à Marx, vous dites mais peut-être que
le nouveau nom qui correspondrait à ce nouveau monde, c'est-à-dire celui de l'après-capitalisme, ce serait le mot communisme. Oui. Mais, dites-vous, dans le même temps, ce mot est très connoté, il a été extrêmement connoté au cours de l'histoire, ce qui fait que l'idéal, pensez-vous, ce serait de le dissocier, voire de le décorréler du mot socialisme en réfutant ce que vous appelez, je résume votre pensée et on va la développer ensuite, en réfutant ce que vous appelez l'étatisme qui aurait mené, ou qui devrait mener du socialisme au communisme. En clair, on ne peut pas arriver au communisme comme ça de manière directe. Il faut des étapes, ce que vous appelez l'étapisme. Et puis quand on sera prêt, ce qui fait qu'on reporte toujours c'est procéder avec tellement de préciosité et en faisant tellement attention que finalement on n'arrive jamais à ce communisme. Donc vous reprenez le mythe d'Icare par exemple, et vous dites, mais attendez, on peut bien imaginer que cet Icare soit un imbécile, puisque voilà, il veut absolument monter vers le soleil, et évidemment, ses ailes font fondre, mais enfin, il a ouvert une voie. Oui. Hein. C'est pas n'importe quoi. Aragon lui-même, vous le citiez, là, vous m'y faites penser, a dit, mais on peut voir, on peut écrire, enfin, on peut penser au-dessus des nuages ou quelque chose d'approchant. Donc, vous arguez, en somme, et vous allez me dire si je me trompe, d'une nouvelle lecture de Marx. C'est la raison pour laquelle vous écrivez, page 24 de votre ouvrage, un an après... Je vois que vous l'avez lu. Ah ben oui, un an après l'effondrement de... Oui, je lis en général les livres des invités que je reçois. Je sais que ce n'est pas toujours la coutume, mais enfin, pour moi, c'est comme ça. Un an après l'effondrement de l'URSS, l'universitaire américain Francis Fukuyama annonçait avec fracas que la fin de l'histoire était atteinte avec le triomphe, au-delà de toute espérance, de l'économie de marché et de la démocratie parlementaire. L'heure était au triomphe du capitalisme, puisque si la succession des jours et des nuits continuait, plus rien de nouveau ne pouvait survenir, ni troubler sa victoire et la définitive association de ces deux mamelles. Mais aujourd'hui, tout le monde est bien revenu d'une pareille idée d'apothéose et de forme ultime de tout aménagement définitif des rapports humains, une conception assez triste au demeurant, comme le mot « fin » écrit en clôture d'un film. Marx, lui, de son côté, a présenté le communisme comme la fin de la préhistoire de la société humaine, une idée autrement vigoureuse et entraînante puisqu'elle invite à la transformation de l'histoire humaine par une sortie des sociétés de classe, à la construction d'une civilisation supérieure, celle de la constitution d'un véritable genre humain tel que l'imagine, par exemple, le Champ des travailleurs, l'Internationale. Donc, pour vous, directement après le capitalisme, d'abord triomphant et dont on voit tous les excès avec une création de richesse d'un côté, mais une énorme création de misère, s'impose le communisme à travers une relecture de Marx. Oui, c'est exactement ça. Je crois, vous savez, il y a un mois ou deux, j'ai entendu sur France Culture une émission d'une semaine, je ne me souviens plus de son... C'est une émission régulière, mais qui était... dont je ne me souviens plus du nom, mais qui était consacrée à Marx. Une semaine avec 5 grandes émissions sur Marx, tous les jours, 2 heures, et des spécialistes qui parlent de... Et le thème un petit peu formulé, c'était de dire au fond, le XXe siècle a été le siècle du marxisme sans Marx, oui. Et poser la question, le XXIe siècle sera-t-il celui de Marx sans le marxisme? Voilà. Oui. Autrement dit, c'est vrai qu'il y a eu au XXe siècle, et même à partir du XIXe, une lecture de Marx orientée, qui a fabriqué le marxisme, comme c'est un grand classique dans l'histoire des idées. Après Platon, il y a le platonisme, après Descartes, le cartésianisme, après Spinoza, le spinozisme. Et c'est des traditions pesantes qui s'agglutinent et qui s'additionnent sur un texte qu'on n'arrive plus à voir qu'à travers ses commentateurs.
Et là, les commentateurs, pour les communistes en particulier, il y a eu le commentaire social-démocrate, et pour les communistes, le commentaire marxiste-léniniste imposé par la Troisième internationale, Staline, etc. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un fait que ces traditions pesantes du siècle dernier, elles ont disparu aujourd'hui. Bon. Et donc aujourd'hui, moi ce qui me frappe quand je vais dans une librairie, c'est de voir qu'il y a des tas de livres qui reviennent à Marx, alors qu'il y a 30-40 ans, mon grand âge me permet de dire que Marx était traité en chien crevé, son nom était associé aux effondrements des régimes de l'Est européen, de l'Union soviétique et du camp socialiste, etc. Donc il était mort. Il n'avait plus le droit de citer. Et aujourd'hui, à l'inverse, vous voyez, il y a une floraison, de nouvelles traductions de Marx, de nouveaux textes de Marx qu'on ne connaissait pas, ou qu'on connaissait moins bien que moi dans ma jeunesse, et on trouve qu'il y a des gens qui écrivent sur Marx et qui aujourd'hui disent au fond le communisme, qui maintiennent l'idée du communisme mais à travers une lecture nouvelle. Et donc je me dis, mais voilà, il faut remettre Marx dans le débat public et aussi dans le débat politique. Et c'est, je trouve, ce qui n'est pas bien fait à l'heure actuelle. Parce que le problème, c'est d'en finir, vous disiez, en finir avec l'étapisme. Oui. C'est-à-dire, l'étapisme n'a rien à voir avec Bernard Tapie, bien sûr. C'est plutôt le fait de voir la vie politique comme une succession d'étapes. Oui. Et le communisme comme l'horizon en quelque sorte final. Oui. Vous voyez, on revient à l'idée de fin. Le communisme comme l'horizon final qui, comme tous les horizons, recule sans cesse au fur et à mesure qu'on croit s'en approcher. Oui, parce qu'on passe d'étapes, on multiplie les étapes, on multiplie les étapes avant d'en arriver. Voilà, avant de parler du communisme, puisqu'on dit aujourd'hui, c'est pas le moment d'en parler, etc. Si vous avez... Et moi, je crois que c'est le grand problème de notre temps et des luttes sociales dans notre temps. Si vous avez, parce que ça a été martelé, vous parliez de Fukuyama, mais oui. D'accord, Fukuyama est passé à la trappe de l'oubli, mais l'idée que le communisme est mort, que c'est la leçon la plus assurée du XXe siècle, c'est quelque chose qui est dans les têtes. Ça. Bon. Donc, l'idée qu'il n'y a pas... Dans les têtes, peut-être, je ne sais pas si c'est dans les têtes de nos jeunes. Je pense que ils sont... peut-être les jeunes. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à jouer avec eux. Du côté des jeunes, oui. Oui, absolument, absolument. Qui, eux, n'ont pas toute cette histoire. Bon. Donc, il y a à jouer, mais il y a aussi à éclairer, si vous voulez. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut se gagner un avenir qui ne soit pas l'enfermement éternel et constant dans le capitalisme. Vous voyez, si vous avez l'idée qu'il n'y a rien d'autre de possible dans l'histoire humaine que la société où nous sommes, dont j'ai dit qu'elle me désespérait avec Aragon. Avec Aragon, oui. Donc, s'il n'y a pas d'autre avenir possible que ça, alors vous vous battez contre ça. Mais vous ne faites que vous battre contre pour vous défendre. Vous êtes des victimes, vous êtes des plaignants. Vous voyez, les luttes sociales expriment les plaintes de ceux qui se battent contre le capitalisme, mais qui n'ont pas l'idée d'un avenir possible différent. Et le communisme, c'est ça. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on peut se battre dans le capitalisme au nom d'un autre avenir. Alors, et c'est ça qu'il faut faire vivre au présent. Oui. C'est ça l'idée communiste, me semble-t-il. Reprenons, arrêtons-nous quelques instants sur ma démonstration de départ, qui est en réalité la vôtre, mais que j'ai compressée. Vous dites que d'abord, si l'on veut utiliser le mot communisme, il s'agit de le dissocier du mot socialisme. Oui. Alors, je voudrais qu'on s'arrête 5 minutes là-dessus, parce que c'est l'une des étapes de votre pensée, de votre philosophie. Ça me paraît très intéressant qu'on puisse s'arrêter là-dessus, parce que la sémantique, là, joue à plein. Oui. Alors,
je prends le Capital, Oui. le maître livre Oui. de Marx, et je le lis et je le relis, et je l'ai fait de nombreuses fois. C'est des livres épais, Oui, mais oui. bon, c'est passionnant. On le trouve, Et- pour nos téléspectateurs, on le trouve en 2 tomes chez Folio qui sont très bien faits. Oui, eh bien, les notes Oui. de l'édition Folio, bon, Non, mais enfin, on peut bref. toujours les réactualiser, mais enfin voilà, pour une première lecture, c'est... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous lisez le Capital, nulle part vous ne voyez que Marx se réclame du socialisme. Oui. C'est quand même troublant. Mais vous voyez qu'il ne se contente pas non plus de dire du mal, en quelque sorte, d'être une critique féroce du capitalisme. Il fait toujours une critique du capitalisme au nom de ce qui serait possible, de ce qu'on pourrait faire surgir de lui, des contradictions du présent, et qu'il appelle, lui, le communisme. Vous voyez, donc, vous vous dites, c'est quand même curieux que ce type qui a passé sa vie à penser et à se battre pour le communisme, c'est quand même curieux que ses héritiers directs, après sa mort, et après la mort d'Engels, c'est-à-dire la social-démocratie allemande, puis les communistes soviétiques, eux, ce qu'ils ont retenu de son texte, c'est le mot socialisme. Pour désigner... Alors que vous dites... Il ne figure pas. Il ne figure pas. Voilà. Qu'on me fasse la démonstration Oui. du contraire, vous voyez, bon, et qu'on en discute, si vous voulez. Donc c'est ça qui m'a frappé, si vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte d'imposture théorique et politique les héritiers en titre de Marx, pour désigner l'après-capitalisme, se servent du mot socialisme. Bon. Et pour les social-démocrates, le socialisme, c'est l'étape ultime après le capitalisme. Pour les communistes, alors pour Lénine, par exemple, vous dites, il dit l'état de la Russie au moment où la révolution a lieu, c'est-à-dire que la révolution a lieu en Russie, alors que Marx l'attendait plutôt dans des pays capitalistes développés techniquement, socialement, culturellement. Bon, cette révolution a lieu dans un pays qui est martyrisé par la guerre, qui est arriéré, qui est archaïque, et Lénine constate que il faut faire quelque chose avec rien. Bon, donc par conséquent, Lénine dit bien sûr, il faut procéder par étapes, et cette étape va être d'abord le socialisme, le communisme viendra ensuite, parce qu'il faut d'abord créer des bases. Vous voyez, donc Marx, penseur du communisme, ça c'est incontestable. Et puis deuxièmement, ses héritiers en titre, d'abord social-démocrate allemand, puis communiste, bolchevique, communiste soviétique, disent non, le socialisme d'abord. Donc c'est ça l'espèce de problème. Bon. Et moi je crois que si on lit bien, voilà, pour montrer les différences, je vous cite par exemple un texte qui moi m'a illuminé. Quand on lit le Capital, Marx à un moment dit... quand on voit les contradictions du monde capitaliste, on voit comment peut naître l'idée d'une société supérieure. Une société supérieure dont le principe fondamental serait le libre et plein développement de chaque individu. De chaque individu, oui. Bon, alors vous voyez bien que ce n'est pas ce que l'histoire nous a montré, ni à la fin du 19e siècle, ni au 20e siècle. Pas vraiment, et c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc là, il y a cette anomalie. Alors comment expliquer la différence ? Je crois qu'elle s'explique. Moi, on voit bien la différence générale entre social-démocratie et ce que j'appelle dans mon livre la sociale autocratie. Oui. C'est-à-dire, dans un cas, c'est le socialisme par l'élection, par la démocratie. Dans l'autre cas, c'est le socialisme par la capture de l'État et la dictature du prolétariat, enfin des procédures autoritaires. Bon. Donc, dans un cas, la majorité est dans l'État et il faut conquérir la majorité. Dans l'autre cas, on prend l'État et après... Bon. Autrement dit, la grande différence, c'est que c'est l'État qui devient l'objectif et c'est l'État qui devient le moteur de la transformation sociale. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'État, les dirigeants, et de l'autre côté, la société, les dirigés, et que le socialisme devient simplement
non pas une révolution, comme le pensait Marx, à travers le mot communisme, mais devient une prise de pouvoir. Oui. Une simple prise de pouvoir, simplement on en met d'autres au pouvoir à la place des anciens, etc. Et donc, le socialisme, ça consiste toujours à dire il y a une capture de l'État, c'est l'État qui devient le moteur de la transformation sociale et la société suit ce qui est imposé par l'État. C'est-à-dire que ça consiste à maintenir ce qui pour Marx est totalement à l'opposé, à savoir ce qu'il appelle le dépérissement de l'état de classe. C'est-à-dire le fait que c'est la société qui doit être motrice et qui doit inventer ce qui lui permet de refaire sa vie, de la maîtriser. Alors justement, dans le communisme à de l'avenir, si on le libère du passé, vous le sculptez, la société, et vous le sculptez, au présent, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous nous dites par exemple que d'une certaine façon, la crise sanitaire nous porte vers un nouvel ordre de société. Vous en faites une analyse politique, si j'ose dire, avec une nouvelle organisation. Est-ce que, et dans le même temps, contradiction que je pointe dans votre ouvrage, vous nous dites, mais le virus ne fait pas de politique. Oui. Moi, j'ai bien le sentiment qu'il en fait. Oui, enfin, c'est-à-dire... Non, mais évidemment, vous voyez bien que ma provocation... Vous faites un infâme provocateur. Oui, j'ai bien le sentiment qu'il en fait. La preuve, c'est que vous prophétisez qu'à partir de là, à partir de ce qu'on peut observer de cette crise sanitaire et de ce qu'elle provoque, elle engage presque une nouvelle organisation de société. D'ailleurs, vous l'écrivez très bien dans votre ouvrage, vous dites, mais on vient de découvrir, et là c'est vous qui êtes un ironiste de premier plan, vous dites on vient de découvrir que finalement les petites mains deviennent, les petites mains qui nous aident de l'aide soignante jusqu'à la caissière de supermarché, etc., deviennent ceux qui sont les premiers de cordée. Hein, et on vient de découvrir ça, dites-vous, avec non sans ironie. Oui, bien sûr. Ben oui, parce que, si vous voulez, il me semble que j'ai parlé des librairies, où j'ai dit, voilà, Marx redevient de saison, quoi. Ouais. Marx, c'est-à-dire, regardez un homme comme Alain Badiou, qui connaît le triomphe, mais après des publications de livres qui ont été confidentiels, d'un seul coup, bon, il occupe le devant de la scène, Rancière, Lucien Sèvres, etc. Enfin, je pourrais... Bernard Friot, Isabelle Garot, je pourrais en citer. Les Américains sont très, très en avance. La sphère anglo-saxonne, vous voyez, David Harvey, David Graeber, qui est mort il n'y a pas longtemps, mais qui a fait exploser la notion de bullshit jobs, etc. Vous voyez, les petits boulots à la con. Bon. Donc ça, c'est théoriquement. Mais dans les luttes sociales, ce qu'on voit, c'est qu'on voit, on applaudit, vous le disiez à l'instant, on applaudit. Bon, alors, est-ce qu'il faut encore applaudir ? Enfin, on remarque le rôle de premier plan des soignants, tous les personnels soignants dans leur diversité, les enseignants, les éboueurs, etc. Enfin, tous ceux qu'on appelait la première ligne. Bon. Et en même temps, on voit bien comme... On se dit ces gens-là sont absolument nécessaires et très utiles à la société. Hein. Les soignants se sont battus toute une année en disant on compte, l'État compte ses sous, nous on comptera les morts. Bah, ils ne s'étaient pas trompés. Hein. Et vous voyez, donc, on voit bien qu'il y a un monde à l'envers, quoi. C'est-à-dire les invisibles, les sans-voix, ceux qui d'habitude qu'on n'entend pas, voilà que d'un seul coup, ils deviennent absolument essentiels. Ce qui veut dire qu'en temps ordinaire, vous voyez, il y a une critique de la vie quotidienne dans l'ordre normal du capitalisme, où ces gens-là, on ne les entend pas. Ceux qu'on entend, c'est plutôt les nantis. Vous voyez, un trader, par exemple, il gagne 200 fois plus qu'une infirmière, et pourtant son utilité sociale, tenez, est plus que contestable. J'entendais, en venant ici, j'entendais un député de l'UDI, vous voyez, un centriste, pas un dangereux communiste, un centriste qui disait, Monsieur Moscovici, le président de la Cour des comptes,
Si vous faites l'addition de ce qu'il gagne, de son salaire actuel comme président, de sa retraite de député européen et national, du fait qu'il a été membre de la Commission européenne, etc., ça lui fait un mois à plus de 26 000 euros. Oui. Vous voyez, bon. Oui. Donc, je prends cet exemple, vous voyez, c'est ultra concret. Mais vous voyez bien que le monde l'ordre capitaliste, c'est le monde à l'envers. Et aujourd'hui, ça apparaît, ça saute aux yeux quand on applaudit les soignants et qu'on leur dit, c'est vous. Dès lors que la vie est en jeu, et la vie, donc, la lutte contre la maladie et la mort, dès que la vie est en jeu et plus les ronds de jambes habituels de la société et de l'économie, qu'est-ce que les gens pensent ? Ils pensent que, oui, c'est ces gens-là qui sont avant tout des gens utiles à la vie et au développement de la société, et donc à eux-mêmes. Donc, vous voyez, le monde est à l'envers. Le communisme, ça consiste à dire, et si on le mettait à l'endroit ? Et c'est tout l'objet. Oui, alors justement, votre démarche intellectuelle consiste à observer ce monde à l'envers pour comprendre comment le remettre à l'endroit. C'est une métaphore qui n'est qu'une métaphore, comprenons-nous bien, mais qui indique bien quand même l'orientation vers laquelle il faut aller, quoi. Voilà. Absolument. Alors, vous dites que Marx, finalement, si je vous ai bien lu, a 3 raisons de revenir. La première est surprenante, parce que vous dites, si il y a 3 raisons pour qu'il revienne vraiment sur le devant de la scène, la première raison, c'est le capitalisme triomphant. Là, je force un peu le trait, mais c'est à peu près ça. Oui. Bon. La deuxième raison, dites-vous, c'est que son livre Le Capital demeure, si l'on peut dire, un ouvrage capital pour comprendre nos sociétés modernes. Autrement dit, je vous cite, Le Capital, ouvrage très théorique, très en avance sur son temps, a toujours valeur dans le nôtre parce qu'il a su déceler des logiques profondes qui sont encore de saison, même si les traits existants de nos sociétés ont profondément changé par rapport à ceux que son auteur avait sous les yeux. On s'y replongera donc à notre tour, et de fait, on y ressentira la joie de comprendre mieux notre temps et son avenir en utilisant les outils de pensée qu'on y trouve. Et puis, troisième raison, la notion de lutte des classes. Oui. Voilà, vous dites ce sont les 3 raisons principales qui font que Marx revient sur le devant de la scène. Oui, je pourrais vous les illustrer en vous citant, mais par exemple, des gens qui ne se réfèrent pas habituellement à Marx, mais je pense par exemple à Thomas Piketty. Oui. Il écrit un livre, Le Capital au XXIe siècle. Oui. On voit bien que c'est une allusion directe. Alors, titre mérité ou pas, ça c'est une autre affaire, mais en tout cas dans son esprit, c'est une allusion directe au Capital de Marx. Absolument. Emmanuel Todd écrit, Emmanuel Todd, bien sûr. Emmanuel Todd écrit un bouquin qui s'appelle « Les luttes de classe en France au XXIe siècle ». On voit bien que ce livre, c'est une citation admirative et explicite au livre que Marx, enfin pas que Marx, puisque ça a été publié après sa mort, mais à ce livre qui porte la signature de Marx, oui, qui regroupe des articles écrits à chaud au moment des années 1848-1850, vous voyez, bon. Donc, il y a là quelque chose qui est passionnant, qui est que d'un seul coup, Marx redevient un interlocuteur. Alors, je vous l'ai dit, il avait disparu. Si vous remontez plus haut, vous voyez, par exemple, je pense à la préface, à l'avant-propos, à la critique de la raison dialectique. Oui. Le livre de Sartre, qui paraît dans les 70, je crois, enfin, je ne garantis pas, mais enfin, dans ces eaux-là, 1970, Sartre dit clairement, le marxisme est la pensée indépassable de notre époque. Pourquoi ? Parce qu'il parle du notre présent, du capitalisme. Oui. Vous voyez, bon. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut lire Le Capital comme un livre qui parle de notre présent. Oui, bien sûr. Et c'est parce qu'il parle de notre présent qu'il peut concerner son avenir. Ce qu'on ne trouve pas dans Marx, c'est l'idée d'un communisme, vous voyez, comme la description anticipée d'une société de l'avenir, parfaite, merveilleuse, comme un dépliant. Idéal. Oui, un idéal, comme
comme un dépliant touristique qui pourrait nous faire rêver en nous disant, voilà, il faut partir en vacances à cet endroit-là. Vous voyez, mais non, c'est pas ça du tout. C'est pour ça que je reprends un mot de Lucien Sèvres pour dire la visée. Le communisme, c'est une visée qu'il faut donner, une orientation qu'il faut donner à la critique des luttes actuelles qu'on fait dans le capitalisme. Parce qu'encore une fois, Marx n'est pas un utopiste, ce n'est pas quelqu'un qui fabrique une société idéale ou un modèle social Il dit idéal. Même qu'il n'est pas marxiste, la preuve. Il a même dit, quand il a vu des livres écrits par des socialistes français à la fin de sa vie... C'est à ça que je fais référence, en effet. Il a dit, si c'est ça, être marxiste, alors moi je ne le suis pas. Je ne suis pas marxiste. Bon, c'est pied de nez, mais... Bien sûr. Voilà. Donc, il faut en quelque sorte... Le communisme, c'est la critique vivante du présent, et par conséquent, l'idée que du présent peut sortir un avenir. Laquelle va porter. D'ailleurs, après votre analyse, quand je dis après, je veux dire qu'elle est constante dans votre livre de la crise sanitaire et de ses conséquences. Politique, encore une fois, vous vous intéressez à d'autres phénomènes également très récents. Dans les Gilets jaunes, par exemple les Gilets jaunes, dans ce mouvement, vous lisez une réappropriation de la politique. Oui. Bon, de manière très claire. Alors, je voudrais vous interroger également sur une chose que je voudrais que vous m'expliquiez. Vous écrivez que le capitalisme est, selon vous, entré dans sa phase, dites-vous, de décivilisation. Ben oui. Alors, je voudrais en savoir plus là-dessus. Parce que vous savez que l'idée de civilisation, maintenant, est une idée qui est très soutenue, de civilisation, j'entends, est une idée qui est extrêmement soutenue par la droite. On est en train de nous expliquer que ce que nous vivons, et notamment avec l'islamisme, etc., est un problème de civilisation. C'est un choc de civilisation, c'est un choc. C'est-à-dire qu'on ressort la vieille idée du penseur américain Huntington, Samuel Huntington, pour penser que le monde, il va y avoir des chocs de civilisation. Voilà. Alors qu'on croyait à une globalisation du capitalisme s'emparant du monde sans douleur, en quelque sorte, et dans l'allégresse générale, là, on vous dit, mais non, mais autrement dit, il y a des sociétés qui sont totalement hostiles à d'autres, qui veulent la mort des autres, etc. Je ne le crois pas du tout. C'est une vision rabougrie. Mais par contre, oui, Marx lui-même, dans le Capital, nous dit, et même, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces passages du manifeste du Parti communiste, qui est son livre le plus connu, le plus emblématique, le plus emblématique, oui. Bon, il dit au fond, la société capitaliste a montré ce que l'humanité, les richesses que l'humanité pouvait créer, dans une telle dimension que c'est, vous voyez, par rapport à ça, les pyramides d'Égypte, c'est rien, quoi. Voilà, bon. Vous voyez, donc voilà, le capitalisme, en capturant le travail humain, en le mettant à sa botte, et surtout en transformant tous les gens en salariés, vous voyez, c'est-à-dire en gens soumis. Ce que Marx appelle l'esclavage salarié. Bon, en gens soumis, évidemment, il fait travailler tout le monde, donc ça produit de la richesse comme pas d'autre. Et il a donc eu, nous dit Marx, un rôle d'abord civilisateur. Oui. Il a permis au monde de sortir... Il n'a pas toujours, voilà, il faut être très pointu et très sensible sur cette question. Marx n'a pas toujours critiqué le travail salarié. D'ailleurs, il me semble bien que dans sa pensée, il y a eu deux étapes. Une première étape où il a dit que c'était une garantie, que ça pouvait, que ça avait quelques vertus, et dans un second temps, il a là critiqué le travail salarié comme un travail d'asservissement. Oui, je crois qu'il y a deux étapes chez Marx. Il faut être très... Il y a deux étapes, peut-être pas là sur le salariat, mais en tout cas, oui, sur l'idée que le capitalisme, donc, en créant avec le salariat, la capture du travail des sociétés et le fait que va y avoir des contraintes et des disciplines qui vont transformer tout le monde en salariés, et donc à la fois en travailleurs producteurs de richesse et en travailleurs
soumis à d'autres. Bon. Donc, il y a, en tout cas, le capitalisme, par rapport à d'autres, par rapport à toutes les sociétés qui ont précédé, ça a permis un développement sans précédent des richesses. Donc, il a eu un rôle, dit Marx, civilisateur. On trouve ça dans le manifeste du Parti communiste, vous voyez. C'est-à-dire que ceux qui croient lire ce livre, cette plaquette-là, en disant c'est la déglingue complète du capital. Oui, il se trompe. C'est une faute de lecture. Il dit, bon voilà, il le critique, mais il le critique en trop. Si vous voulez, la critique de Marx est toujours je prends un mot philosophique, elle est toujours dialectique. Oui. C'est-à-dire qu'elle unit des contraires. Elle dit, il produit de la misère, mais en produisant de la richesse. Oui. Voilà. Bon, c'est une contradiction, ça. Oui. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas supprimer la misère sans supprimer en même temps le mode de capture des richesses. Vous voyez, voilà. Donc, la critique qu'il fait du capitalisme, ça consiste à dire, prenons ce qu'il développe et donnons-le à tous. Faisons de tous les acteurs de ce développement. Alors que là, il est confisqué en des mains de moins en moins nombreuses. Autrement dit, l'accumulation du capital, elle est réelle, mais elle s'accompagne toujours d'une concentration. C'est accumulation, il y en a de plus en plus, mais concentration pour de moins en moins de mains. Alors voilà, c'est cette contradiction-là qu'il faut résoudre, et c'est à ça que s'attelle la critique communiste du capitalisme. Absolument. Vous voyez, prenons le capitalisme. Plutôt la critique marxiste du capitalisme. Oui, la critique par Marx, oui, du capitalisme. Parce que moi, je ferais volontiers cette distinction entre le marxisme, qui est... Moi, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste, oui. Et puis Marx, la pensée de Marx, oui. Telle qu'on peut la lire aujourd'hui dans ses livres, dans les livres qu'il a écrits et dont je parle. Vous voyez, il dit, par exemple... Vous voyez, moi, je suis frappé de voir qu'on me dit parfois, oui, mais enfin, écoutez, dans le Capital, Marx ne dit pas un mot du communisme parce qu'il ne veut pas décrire la société idéale de demain, etc. Oui, bien sûr, mais il n'arrête pas d'en parler dans la critique qu'il fait. Dans la critique qu'il fait. Il l'a fait dans cette visée. Pour autant, effectivement, il ne veut pas parler de la cité idéale ou de la société c'est pas Platon, idéale, la cité idéale. Absolument, idéale de demain, mais... En sous-main, me semble-t-il, il le fait terriblement, par exemple, dans sa critique de Proudhon. Oui, oui. Et c'est là qu'on trouve en germe le fait que le communisme ne soit pas une utopie. Voilà. Si on le trouve en germe, c'est par le truchement de la critique de Proudhon. Oui, absolument. De la critique de Proudhon, de la critique de Fourier. De Fourier, bien sûr. Et donc, c'est là, et ce qu'il critique en particulier en France, et c'est ce qui explique que ce que je raconte dans mon bouquin, qu'il a été si mal compris dans le mouvement ouvrier français, c'est qu'au fond, Marx a passé beaucoup de temps à dire du mal, je vais vite, de ceux qui passaient pour des idoles, pour des leaders du mouvement ouvrier français. Proudhon, Fourier, Saint-Simon, lui, il disait, c'est des utopistes, vous voyez. Bon. Absolument. Donc, évidemment, ça ne facilite pas la compréhension, l'accès. En plus, Marx était allemand. Oui. Donc vous comprenez bien que dans les années 1870, 1871, et au moment de la défaite de Sedan, quand vous étiez allemand, vous n'étiez pas très bien vu, même des Français en général, et du mouvement révolutionnaire. Et en plus, il écrivait en allemand. Or, ceux qui connaissaient l'allemand étaient très peu nombreux, et en plus, il y a beaucoup de textes qui n'ont pas été publiés au moment où il les a écrits, et donc, vous voyez, tout ça facilite pas la prise de conscience. Vous décrivez très bien les 4 obstacles à la lecture de Marx, en reprenant effectivement, était-il un Bosch, enfin vous avez... Voilà. Alors, autre chose qui est extrêmement intéressante dans votre livre, c'est ce que vous imaginez avec Marx, de ce qu'on va appeler le dépassement du capitalisme. Oui. C'est-à-dire, en réalité, comment le dépasser. Et là, vous écrivez, dépassement du capitalisme ne veut pas dire moins qu'abolition du capitalisme, cela précise la chose tout simplement. Il s'agit bien d'abolir. Alors, en quoi abolition du capitalisme? C'est abolir, écrivez-vous, les rapports sociaux du capitalisme, ce qui ne signifie pas tout détruire et supprimer toutes les forces productives qui sont apparues dans le cadre du capitalisme. En cela, alors là, pour le coup, vous êtes terriblement marxiste. Oui. Par exemple... Enfin, oui.
Oui. Par exemple, il n'y a pas à briser les machines ultra-modernes et ultra-performantes, les ordinateurs, le numérique, qui ont été développés. Mais il s'agit de les conserver pour les utiliser tout autrement et de façon plus élevée dans d'autres rapports avec les travailleurs. De même, il n'est évidemment pas question de supprimer les travailleurs formés et éduqués qui, dans le cadre du capitalisme, ont été mis à manipuler ces machines ou à les surveiller. Il s'agit bien plutôt de les conserver parce que c'est avec eux que la société supérieure du communisme pourra se construire. Ils sont donc à la fois les fossoyeurs du capitalisme, ils l'auront aboli, et ses successeurs parce que, apparus et formés en même temps que lui, ils feront mieux que lui, et sans lui, ils l'auront dépassé. Ben voilà. Vous avez, je ne sais pas comment le dire plus clairement, mais c'est, je crois, vous savez, la formule célèbre du manifeste du Parti communiste qui est le capitalisme en produisant les ouvriers, les prolétaires, etc. C'est-à-dire, les prolétaires, c'est ceux qui sont contraints de travailler parce qu'ils n'ont rien d'autre pour vivre. Bon, s'ils veulent avoir, ils sont séparés des subsistances qui leur permettent de vivre, et s'ils veulent en avoir, ils doivent travailler en vendant leur force de travail à un patron, et ils doivent travailler donc en étant soumis. Donc, vous voyez, c'est ou la vie, ou la survie, ou la servitude. Voilà, c'est un peu ça. Donc, l'idée formulée d'abord violemment dans le manifeste du Parti communiste, c'est le capitalisme produit ses fossoyeurs. Parce que cette situation-là va finir par être consciemment vécue, ressentie douloureusement, oui. Et donc ça va créer un conflit, et ça va le capitalisme, en se développant, développe le nombre des gens qui l'obligent à travailler, et donc au bout d'un moment, forcément, va y avoir un affrontement qui va permettre de l'abolir. Donc, les fossoyeurs du capitalisme sont nés du capitalisme lui-même. Absolument. C'est ça qui est l'idée. D'où l'idée de dépassement ensuite. Alors, pour en arriver. Voilà, l'idée c'est de dire, mais en même temps, ils vont être ces fossoyeurs, donc ils vont l'abolir, mais ils vont faire, ça va être quoi? On va pas leur dire, voilà, vous l'avez aboli, votre travail est fait, terminé, disparaissez de l'histoire. Disparaissez et cassez vos machines dans le même temps. Bon, ils vont dire, on veut en même temps être les successeurs. Et on va faire mieux que le capitalisme, mais sans lui. Et c'est ça que traduit l'idée de dépassement. Alors, je dis ça en référence à un mot allemand qui est le mot Aufhebung, qui est un mot qu'on trouve déjà chez Hegel, oui. Et qui veut dire en effet abolition, suppression. Mais en même temps, il veut dire on conserve quelque chose dans ce qu'on supprime. Et alors, ce qu'on conserve, évidemment, c'est pas le capitalisme, mais c'est les éléments qui ont permis de le mettre à mal. C'est-à-dire, les machines, les ordinateurs, vous n'allez pas d'un seul coup dire les ordinateurs à la casse, parce que... Non, parce que là, dans ce cas-là, c'est retour... retour à la bougie et à Proudhon, et à l'atelier de l'artisan de Proudhon. Vous n'allez pas non plus dire aux salariés d'aujourd'hui, écoutez, vous avez fait votre temps, maintenant il faut laisser la place. Non, c'est les mêmes qui vont devenir les acteurs de la construction d'une société nouvelle, supérieure. Et donc on peut dire à la fois que abolir, ce n'est pas tout casser et réduire tout à zéro, comme on l'a cru pendant longtemps, avec l'idée du grand soir, si vous voulez. Vous voyez, vous avez la société capitaliste, puis un beau jour, pof. C'est très prégnant en France, avec l'idée du 14 juillet. Vous voyez, la Révolution française, c'est la prise de la Bastille. Elle a eu lieu en un jour. Oui, mais la Révolution, elle a été préparée dans les longues années avant. Ça a explosé le 14 juillet. Oui, c'est le bouchon qui pète, mais faut-il avant secouer la bouteille? Absolument. Voilà. C'est exactement ça, vous voyez. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'on est trop dans l'idée de dire, bon alors vous voyez c'est absurde l'idée du grand soir ou du petit matin, c'est absurde, mais il ne faut pas balancer l'idée de révolution en balançant l'idée de grand soir. La révolution ça prend du temps, ça se construit, ça se développe, et puis à un moment ça apparaît, oui bien sûr, mais voilà. Alors l'idée qui est sous-jacente à ce livre, Le communisme a de l'avenir si on le libère du passé, et l'idée qui est sous-tendue, c'est que le communisme imaginé par Marx n'a jamais été appliqué. Oui.
Oui, oui, moi je reprends des formules qui sont dans le livre, Le Capital, dont le sous-titre, on l'oublie toujours, est « Critique de l'économie politique ». Bon. Critique de l'économie politique, c'est-à-dire critique des illusions du discours régnant de l'économie, qu'on voit bien aujourd'hui partout nous envahir. C'est l'économie qui prime en tout. C'est ce que Alain Supiot appelle la gouvernance par les nombres. Par les nombres, oui. Bon, donc on voit bien les chiffres, les sondages, les enquêtes d'opinion, les indices, le PIB, etc. On nous rassasie avec ça. Bon, donc d'accord. Mais quand je prends des formules du Capital, je vois bien que ça n'évoque rien dans l'histoire du XXe siècle. Voilà. Donc ça n'a jamais été en tant que tel essayé. Et c'est pour ça que je dis, c'est avec ce Marx-là qu'on peut répondre à l'appétit de lecture de Marx qu'on trouve chez des intellectuels aujourd'hui et dans les luttes sociales. Et pour en revenir en 2 mots avec l'histoire de la Covid-19, oui, c'est que d'un seul coup là, on a un événement mondial. Oui. Et un événement qui met le monde à l'arrêt, oui, et qui produit la mort. Enfin, quand même, on en est à 1,3 million de morts dans le monde, et en France, 35 000. Vous voyez, bon, enfin, c'est quand même pas des choses banales, puisqu'il faut parler du nombre de morts. On nous a assez parlé du nombre des morts du communisme, là, vous voyez, bon. Donc, là, il faut bien réfléchir. Et moi, je crois que puisque ça se pose à l'échelle du monde, la question, je le démontre, je ne peux pas le faire ici parce que ça nous prendrait trop de temps, mais j'essaie de le démontrer dans le bouquin, c'est de dire, eh bien, aujourd'hui, le problème qui se pose à tous les gens qui se rassemblent pour s'opposer à ça, qu'on appelle la gauche, qu'on l'appelle comme on veut, les écolos, peu importe, ça c'est les formes politiques. Mais tous les gens qui veulent se rassembler, moi je leur donne une perspective, je leur propose une perspective qu'il faut ensuite décliner en revendications précises et concrètes. C'est de dire, inventons et préparons une sortie du capitalisme. Une sortie du capitalisme. Voilà, parce que c'est ça qui est à maturité aujourd'hui, à l'échelle du monde. Et c'est pour ça que je parle de décivilisation. Absolument. Le capitalisme a eu un rôle civilisateur, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il emmène l'humanité dans le mur, qu'il est en train de broyer les rapports civilisés qui existent entre les humains, et même de mettre en cause la chaîne du vivant, la biodiversité qu'on retrouve sur la planète. Oui. Quoi, voyez. Donc, oui, comme si on pouvait imaginer un capitalisme vert, c'est ce que vous dites. Oui, hein. On peut pas. Il y a déjà contradiction dans les termes. Oui, voilà. C'est comme évident. quand on me dit, moi, il faut valoriser votre capital humain. Mais comment le capital peut-on le trouver humain, vous voyez. C'est le contraire de l'émancipation humaine. Alors, vous dites, et ça c'est une thèse qui vous appartient, et je voudrais vous provoquer sur cette question, vous imaginez finalement le communisme comme la grande culture de la diversité humaine. Oui. Bon. Et dans le même temps, un préjugé courant que vous avez entendu 1000 fois et que j'entends partout, c'est que dans le communisme, enfin en tous les cas dans son ancienne forme, l'individu est carrément noyé dans le collectif. Oui. Voilà. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction que vous analysez d'ailleurs dans votre livre, mais je voudrais vous entendre là-dessus. D'un côté, le communisme comme la grande culture de la diversité humaine, ça, c'est Bernard Vasseur dans le texte, et de l'autre côté, un préjugé couramment admis, le collectif, aux dépens, si j'ose dire, qui écrase tout, aux dépens de l'individu. Oui. Alors là, où est-ce qu'on se situe dans cette contradiction ? C'est-à-dire qu'il faut en effet revoir aujourd'hui. C'est la deuxième partie de mon titre, si on le libère du passé. C'est à ça que je voulais en venir. Vous avez raison. Parce que le préjugé, il appartient à l'ancienne forme. Oui, absolument. Voilà. Il appartient au socialisme. Et il appartient au socialisme de la social-démocratie et surtout au socialisme des communistes, au monde socialiste. Alors, c'est quoi ? C'est par exemple que le socialisme, c'est tout le pouvoir à l'État. Oui. Bon.
C'est ce qu'on a vu en URSS, c'est ce qu'on voyait dans la social-démocratie sous une forme évidemment extrêmement... La social-démocratie allemande. Allemande, oui, allemande, suédoise, etc. Qui est l'héritière directe... l'héritière directe de Marx. Oui, directe. C'est-à-dire une lecture qui n'est pas très juste de Marx. Mais absolument. Voilà. C'est-à-dire que Marx, quand Marx est mort en 1883, Engels, son héritier, c'est en 95. Engels. 95. Oui, 2 ans plus tard, oui. 12 ans. 12 ans plus tard, oui. Et ensuite, l'héritier d'Engels, c'est Kautsky. Oui. Et c'est Bernstein. C'est-à-dire, ce sont des social-démocrates allemands. À l'époque, on disait social-démocrates. Bon. Et c'est eux qui vont fabriquer, en quelque sorte, l'idée, qui vont publier même... Kautsky a publié des textes, des manuscrits de Marx que Engels n'avait pas eu le temps de publier, qu'on appelle parfois le 4e livre du Capital, qui sont les théories sur la plus-value. Bon, c'est-à-dire qu'on voit que le Capital est une œuvre inachevée, entourée d'une foule de manuscrits qu'on découvre, redécouvre vraiment aujourd'hui. Bon. Donc, voilà. Donc ils n'ont jamais, ni Marx ni Engels n'ont été membres de la social-démocratie allemande. Mais enfin, ils étaient allemands, et ils vivaient en Angleterre, mais ils étaient allemands. Et deuxièmement, le parti ouvrier, le grand parti ouvrier de la fin de leur vie, il n'est pas en Angleterre. Marx, à un moment, avait rêvé que les ouvriers anglais allaient en quelque sorte prendre le drapeau de la Révolution. Bon, puis il a dû déchanter, et donc il est passé à l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'était le grand parti ouvrier, en effet, de cette époque-là, qui a créé la seconde internationale ou l'internationale socialiste. Et puis au XXe siècle, alors 1917, puisque la deuxième internationale se casse les dents sur la guerre 14, vous vous souvenez, Jaurès, etc. Bien, bon, là, elle explose, puisque le mot d'ordre de cette deuxième internationale, avant le déclenchement de la guerre, c'était guerre à la guerre. Et puis l'assassinat de Jaurès, on a vu des socialistes au gouvernement des deux côtés, et la tuerie a commencé. Donc l'internationale socialiste s'est effondrée. Après, il y aura la troisième internationale, mais qui va dire au monde, eh bien, enfin, nous avons trouvé le moyen d'assurer la victoire. Il ne faut pas oublier que 1917... c'est la première révolution populaire, ouvrière, victorieuse oui. Alors qu'on l'a attendue pendant des millénaires, et que les gens de cette époque avaient encore en tête la semaine sanglante de Paris en 1871, la Commune de Paris et son écrasement. Bon. Donc, vous voyez, d'un seul coup, enfin, on y arrive. Et on y arrive grâce à qui ? On y arrive grâce à Marx. Et donc, voilà, marxisme, léninisme, etc. Si vous voulez tout savoir du marxisme de demain, je vais résumer votre livre comme ça, d'un marxisme neuf, c'est-à-dire d'une lecture au plus près de Marx et du programme marxiste, mais lu à la loupe et directement à travers les textes, donc d'un communisme qui aurait de l'avenir, en reprenant le mot communisme à la racine, si j'ose dire, eh bien, lisez Bernard Vasseur, Le communisme a de l'avenir si on le libère du passé. Je montre l'ouvrage, il est rouge, il est facilement... Et il est publié aux éditions de l'Humanité. C'est un essai philosophique tout à fait captivant, et j'étais très heureux de vous recevoir, Bernard, pour nous parler de ce livre qui, finalement, est plein d'espoir. Eh bien, merci beaucoup de votre appréciation, de votre jugement et de votre attention à le lire. C'est évidemment ce que je souhaite, c'est qu'il fasse parler, qu'il fasse débattre et qu'il arrive à mettre cette question de l'avenir au cœur du présent, qu'il arrive à le mettre dans les débats politiques qui sont ceux de notre temps. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.